Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo qui va traiter d'un sujet qui est de plus en plus d'actualité pour plusieurs Olim Hadashim. On va traiter de la fin de la fameuse période des 10 ans, la fameuse exonération fiscale dont bénéficie un Olé Hadash pendant les 10 ans qui suivent la date de sa Aliyah. De plus en plus de personnes qui sont concernées par cette loi, ou en tout cas la fin des 10 ans. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet, d'un aspect particulier. C'est les personnes qui possèdent des produits financiers, donc des revenus comme des dividendes, des intérêts, ou bien des plus-values sur des produits en bourse, des actions ou des obligations. Alors, Eliaou, je crois que tu as préparé une petite liste de questions ou de sujets à voir pour nos internautes. Alors exactement. Tout d'abord, on va commencer par rappeler un petit peu c'est quoi la loi. La loi de tout citoyen israélien, tout résident fiscal israélien, est de déclarer tous ses revenus mondiaux. Alors, quand on est pendant les 10 ans de la Aliyah, on ne déclare pas ce qu'on a à l'étranger, sur les placements financiers tout du moins. Une fois passé les 10 ans, il faut déclarer ce qu'on a à l'étranger. Donc, je vais te poser quelques petites questions et on va essayer d'orienter un petit peu nos auditeurs. D'accord. Alors, si quelqu'un maintenant a plusieurs titres à l'étranger, qu'est-ce que tu conseilles? De les vendre et de peut-être les racheter pendant la période de transition entre avant les 10 ans et après les 10 ans, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, ça va dépendre. Effectivement, si on se situe dans un cas de figure, on va prendre pour un exemple des actions, ce que la plupart des gens possèdent. Donc on a un titre de valeur en action, un portefeuille. Si ce portefeuille est en position de gain, ce que je vais conseiller, c'est de vendre ce portefeuille pour le racheter juste derrière. Alors c'est vrai qu'il y a des petits coûts de frottement avec votre plateforme, avec votre banque ou avec votre donneur d'ordre, mais ça va permettre en fait de pouvoir bénéficier, constater la plus-value qui a été réalisée sur la plus-value latente et de pouvoir repartir sur un nouveau prix d'achat qui lui va nous servir de base aux yeux du fisc israélien, puisque le fisc israélien n'a pas accès au montant ou en tout cas à l'historique donc qui avait été... De toutes les manières, il ne l'imposera pas. Oui, de toute façon, ce qui est déclarant, il ne l'imposera pas. Exactement. Donc en fait, est-ce que tu conseilles peut-être de vendre à perte alors? Alors vendre à perte, ça peut être intéressant. C'est un sujet qui revient assez souvent. Ça peut être intéressant. Le petit bémol, entre guillemets, c'est que les autorités fiscales, si on vend à perte un portefeuille dans l'année 2020, on va partir du principe que les 10 ans se terminent en 2020, on vend courant 2020, les impôts vont donc constater notre perte en capital, mais ils peuvent demander à ce que la perte soit reconnue de la même manière qu'aurait été reconnu le gain, c'est-à-dire au prorata des années de détention par rapport aux 10 ans. Je précise simplement que, parce qu'on est sur ce sujet, si vous percevez un dividende, peut-être que tu as une question sur les dividendes par la suite, on va y revenir. On va y revenir plus tard. Et maintenant, conseiller maintenant avec un portefeuille qui n'est pas très rentable par exemple. Alors si vous avez un portefeuille qui n'est pas très performant, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à partir de la fin de vos 10 ans, ce portefeuille, s'il réalise des performances, il va être imposé à hauteur de 25%. On va revenir après si vous payez des impôts ou si vous avez des prélèvements qui sont faits au pays du payeur. Mais il faut savoir qu'en Israël, cette plus-value ou ces intérêts vont être imposés à 25%. Ce que j'aurais conseillé, c'est de réaliser le portefeuille, donc de vendre votre position, et en parallèle de ça, prendre le fruit de la vente, venir en Israël avec, cet argent est entièrement déclaré, donc il peut être rapporté sur votre compte bancaire israélien, et acheter dans un produit qui bénéficie d'une imposition préférentielle. Je pense comme ça, notamment à l'immobilier résidentiel, qui est capé, qui est plafonné à 10%. Bon, 10%, on sait très bien que c'est le montant maximal, des fois on peut payer beaucoup moins. Je pense notamment à l'effet de levier que vous pouvez avoir avec les banques. Quand vous allez apporter, donc il faut savoir que le portefeuille qui va être vendu, c'est une capacité d'achat, donc c'est un apport. Avec l'apport, vous pouvez avoir un effet de levier x2 minimum, puis si c'est votre premier achat, x4. Donc c'est ce que j'aurais conseillé, prendre le fruit de ce portefeuille qui n'est pas hyper performant et essayer de dénicher des opportunités sur le marché israélien qui bénéficient d'un régime fiscal préférentiel. Exactement. Alors maintenant, on va revenir à la question que tu as posée juste avant. Quelqu'un maintenant a des dividendes. C'est un sujet très complexe, pas très complexe, mais on va dire qu'il y a une astuce dedans à faire justement avant la fin des 10 ans.
Alors je commence tout à fait. Le principe, c'est de comprendre que le dividende, il est imposable au moment où il est distribué. Et il n'y a pas de notion de prorata. C'est-à-dire que si vous avez distribué le dividende le lendemain de la fin de vos 10 ans, le dividende est intégralement imposable en Israël sans pouvoir profiter du prorata. En hébreu, ça s'appelle la linéariut. Ce que je conseille, et c'est le conseil principal, c'est si vous avez des dividendes potentiellement, si vous avez des réserves dans vos sociétés à l'étranger, proclamez le dividende, prenez du dividende, vous n'êtes pas obligé de le tirer réellement de votre société, mais en tout cas, émettez un dividende d'une position. Comme ça, ça vous permettra de payer la taxe qui se payera à l'étranger. Par exemple, en France, en tant que non-résident, vous payez 12,8%, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc vous êtes plafonné à 12,8%. Si vous aviez distribué ce même dividende le lendemain de votre alia, vous auriez effectivement payé 12,8% en France, mais vous auriez dû compléter à 30% en Israël, plus le MAS ISF, c'est la fameuse taxe quand on gagne plus que 640 000 shekels. 3% quand même. 3% supplémentaire, donc on peut arriver à un taux de 33% au lieu de 12,8%. Tout ça avec une différence de quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois. Donc faites attention, si vous avez des dividendes, prenez vite conseil, parce qu'il faut ne pas tomber dans ce piège. Exactement, très bien. Maintenant, j'ai une autre question. Les 10 ans, c'est quoi exactement la fin des 10 ans? Qu'est-ce que le fisc dit? J'avais fait ma lia en août, on va dire 2010. Quand se termine même ma fin des 10 ans, est-ce que je peux dire que la fin de mes 10 ans est au prorata de l'année, ou non, je peux dire, enfin le fisc israélien dira non, c'est depuis janvier de cette même année. Alors, l'année dans laquelle vous allez devoir commencer à rendre les déclarations sera l'année de la fin des 10 ans, mais effectivement, la période de janvier, dans votre exemple, jusqu'au mois d'août, ne sera pas imposable. Donc vous allez devoir déclarer ces revenus en Israël, mais ça va rentrer dans la section des revenus exonérés, même si les mêmes revenus qui auraient été perçus en septembre, eux, auraient été imposés. Donc faites attention à bien déclarer dans la bonne catégorie. Alors dedans, on pourrait dire un petit peu jouer sur cette fiscalité, de dire en fait on choisit donc à partir donc, du mois d'août de tout déclarer donc en Israël, mais si on aurait des pertes par exemple qui auraient été effectuées en début de cette année entre donc janvier et juillet, complètement. On peut, on va dire le fisc israélien ne pourra pas. On peut constater la perte globale. Je profite également ne pas oublier quand vous avez des fluctuations sur le taux de change, ne pas oublier de les demander également. Si vous n'avez pas constaté vos euros et que le taux a baissé, vous avez été payé en euros, vous avez été payé beaucoup plus tard, ne pas prendre le taux de l'euro, enfin prendre évidemment dans la section des recettes le taux de l'euro au moment de l'émission, mais demander à constater la perte. Je pense notamment à l'année 2019 qui a commencé avec un euro à 4,24, qui a terminé à 3,90. La perte était colossale et on a gagné beaucoup d'argent comme ça. Exactement. J'enchaîne sur une autre question. Les plus-values immobilières. Oui. Est-ce que, alors selon la convention fiscale franco-israélienne, on va prendre cette convention, les revenus fonciers sont imposés uniquement dans le pays où se situe le bien, mais est-ce que la plus-value est également concernée par non, la plus-value quand vous allez revendre un bien, dans ton exemple c'est en France, quand on va revendre un bien en France, un bien immobilier en France, c'est soumis dans un premier temps à éventuellement une fiscalité en France. Alors il y a un milliard de façons de ne pas en payer, il faut voir avec les fiscalistes en France, mais pour Israël, l'intégralité du revenu est imposable. Évidemment, vous pourrez profiter justement du calcul au prorata sur le nombre d'années de détention, mais le fruit de la plus-value immobilière est imposable en Israël. Je précise simplement que ne pas oublier que le taux n'a pas toujours été à 25% sur le gain en capital en Israël. Il est 25% depuis 2012. Entre 2003 et 2012, il était à 20%, mais auparavant, c'était selon le taux marginal d'une personne, donc il peut atteindre 50%. Faire attention, ne pas hésiter à consulter avant de vendre, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Préciser que ce genre de vente n'est pas, on ne peut pas profiter de la prissa du Mas Shevar. Bien sûr, Mas Shevar, ça rentre pas dans la loi du Mas Shevar. On ne peut pas faire la prissa. Tout à fait. On ne peut pas étaler sur les années précédentes et c'est soumis ça peut être soumis à un taux d'imposition de 50% sur certaines années. Oui. Alors, j'enchaîne sur une nouvelle question. Est-ce qu'on a le droit de déduire, là où tu viens de parler juste avant, que par exemple si on a payé un impôt en France sur la plus-value, est-ce qu'on aurait le droit de reconnaître ici cet impôt ou il y a une Alors je vais prendre un exemple qui revient très souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont des placements en Suisse, notamment, déclarés, en Suisse il y a un prélèvement qui se fait à la source, un montant d'impôt. Il faut savoir que sur le montant d'impôt qui est prélevé par les autorités suisses,
on peut reconnaître 2/3. La convention fiscale entre Israël et la Suisse permet de reconnaître 2/3 du montant de l'impôt qui est payé en Suisse. Le montant restant n'est pas déductible en Israël. Et en admettant que j'ai une bêtise, en Suisse, vous avez été prélevé de 15%, donc on va pouvoir reconnaître 10%. En Israël, il faudra compléter à 25%, tout en prenant compte donc des fameux 10% qu'on peut déduire sur la Suisse. Il faut vérifier chaque convention fiscale en fonction du pays émetteur des paiements et du titre. Okay, très bien. On va terminer cette vidéo par 2 petites astuces. Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui est déjà fini ses 10 ans, mais qui a un proche, par exemple, très proche parent, qui serait encore dans ses 10 ans? Est-ce qu'il y a une petite possibilité Alors, il faut savoir qu'en Israël, les donations ne sont pas imposables. Les donations entre proches, faites ce qu'on appelle en hébreu en tom lev, c'est-à-dire en bonne foi, ne sont pas imposables. Donc si un parent a fait sa alia il y a maintenant presque 10 ans, et sa fille ou son fils l'a rejoint 4 ou 5 ans plus tard, eh ben, on peut imaginer que le père fasse une donation avant la fin des 10 ans, après ça devient un peu plus compliqué, avant la fin des 10 ans, et va justement donner en toute bonne foi le portefeuille à son fils ou à son enfant. Si c'est fait de bonne foi et si c'est fait correctement, les impôts n'ont a priori pas la possibilité de contrer cette position, et par conséquent on pourrait prolonger la durée des 10 ans. D'accord, très bien. Maintenant, on va conclure cette vidéo par la dernière question. Souvent, des personnes en France ont des assurances vie. Ils payent dessus des cotisations sociales quand ils les revendent et l'impôt sur le revenu en France. Néanmoins, il y a une astuce pendant les 10 ans, surtout à faire pendant les 10 ans de la ALIA et pas attendre la fin des 10 ans. Ça, on dira un petit truc juste à la fin. Mais qu'est-ce que tu conseilles dessus? Très souvent, dans ce type de produit, il va y avoir des prélèvements sociaux qui sont mis en place par les pays, notamment je pense à la France et la CSG, CRDS, qui prélèvent des montants assez importants, des pourcentages importants. N'hésitez pas à demander à obtenir une attestation de résidence fiscale en Israël, un certificat de résidence fiscale, que vous allez pouvoir envoyer. C'est un document en anglais qui va informer toute personne que vous êtes résident fiscal en Israël, que vous payez vos impôts en Israël. Vous présentez ce document à votre caisse de retraite, à votre assurance vie, et de fait, ils n'ont plus, comme vous ne bénéficiez plus des couvertures sociales en France, ils ne doivent plus vous faire les prélèvements sociaux. Vous pouvez économiser, notamment sur les assurances vie, des montants très importants. Exactement. Et à faire attention, on conseille en tout cas de vendre les assurances vie avant la fin des 10 ans, pour justement éviter l'impact du prorata. Ça, on revient au début de la vidéo. Tout à fait. Ce qu'on a dit, à faire attention, en tout cas prendre conseil, parce que c'est... Évidemment, toujours, il faut faire aucune opération, on va terminer sur ça, mais tout ce qui a trait à la fiscalité en général, mais à ce type de produits en particulier, il faut faire attention, il faut prendre conseil, il faut, on parlait des astuces, avoir une image globale des possessions de la personne ou du patrimoine de la personne, parce que parfois vous allez avoir, je dis en Israël, un portefeuille qui est moins rentable. 2020, année Corona, beaucoup d'actions se sont cassées la figure. Vous pourriez éventuellement vendre ces positions-là pour venir bénéficier de la perte et aller la déduire avec une autre source de revenus. Il y a des règles, il faut les appliquer. Mais quand on a une image globale, on peut prendre les bonnes décisions, ne pas vendre sans réfléchir, ne pas acheter sans réfléchir, et quand on vend, vérifier si jamais on a une possibilité d'optimisation qui est souvent existante. Très bien, je te remercie. Avec un grand plaisir, et merci à tous pour votre écoute. On vous souhaite à bientôt, une bonne soirée, et à la prochaine vidéo.